Aujourd'hui, je reçois Cassien Labesse, un homme aux multiples facettes. Nomade, entrepreneur, hypersensible, passionné de rituels, de transmission et même de cuisine. Son parcours est un vrai voyage entre quête de sens et enracinement. On y parle de masculinité, de TDA, de chamanisme, de routine, de couple, de l'art d'habiter le monde en conscience. Et puis à la fin, on parle même de cuisine. On va redorer cette image de la cuisine et y mettre du sens, de l'amour, un acte de guérison, un espace sacré. Un épisode vibrant à écouter avec le cœur grand ouvert. Bienvenue dans le cœur de papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêve et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bon retour dans le podcast Cœur de Papa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cassien. Cassien m'a été, pour la petite anecdote, m'a été recommandé par Yann, qui était le premier homme interviewé sur le podcast qui sort demain, vu on est le 24, mais voilà, vous le découvrirez demain. Et donc voilà, la petite anecdote, on va découvrir aujourd'hui Cassien, qui m'a été recommandé par Yann, et donc voilà, la boucle est bouclée, les recommandations fonctionnent et c'est super cool. Et donc Cassien, c'est un homme que j'ai découvert grâce à Yann, que je suis depuis un bon mois maintenant, qui a un Instagram, qui a un parcours de vie très particulier, très mouvementé. Il va nous raconter ça, mais il disait donc dans son parcours de vie, une chose un peu atypique qui m'a marqué, donc c'est qu'il avait jamais vécu plus de 3 ans au même endroit. Donc quelqu'un qui est nomade, qui a bien bougé et qui dédie maintenant toute cette expérience à la transmission et à aider les hommes à mieux se connaître, à mieux évoluer dans ce monde changeant. Donc bienvenue et merci à toi Cassien, et je te laisse présenter un peu plus en détail qui est Cassien. Salut Aurélien, merci beaucoup de me recevoir. Je suis honoré de participer à ton podcast et que tu m'aies invité à venir partager un peu de mon parcours, en espérant que cet épisode inspire les hommes qui nous écoutent à se reconnecter à eux, à se questionner et à découvrir peut-être de nouvelles visions de la vie. Je m'appelle Cassien, j'ai 33 ans. Moi, je suis installé à Bordeaux avec ma compagne Sarah. On est fiancés, on vit ensemble depuis quelques années. Et voilà, ma vie s'est structurée récemment autour de mon couple et autour de mon entreprise. Et c'est effectivement assez inédit parce que j'ai passé ma vie à bourlinguer un peu dans tous les sens. Pas tout le temps par choix et aussi par choix. Et aujourd'hui, je suis à la station entrepreneuriat, couple et vie de coach engagé pour le développement, on va dire, des hommes. J'ai créé notamment une structure qui s'appelle le Programme 12, dans lequel j'accompagne pendant 3 mois des hommes chaque saison à se reconnecter au rythme naturel des saisons et des cycles qui nous entourent, mais aussi à explorer leur relation à la vie digitale, à la vie moderne, et la relation à leurs émotions, et d'autres sujets qui nous sont très importants. Et moi, j'ai atterri un peu là-dedans par hasard. J'accompagne depuis 2017 à peu près. Je suis passé par différentes phases. Et en 2019, j'ai une amie qui m'a suggéré de rejoindre un cercle d'hommes. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvé à découvrir tout un nouvel environnement qui m'a énormément confronté sur ma relation aux hommes, sur ma blessure de la trahison notamment, ma difficulté à faire confiance. Et pourtant, très profondément, il y avait une envie très forte de retrouver de la fraternité, de retrouver le sentiment de communauté, de me réunir avec les hommes autour du feu. Et c'est ce que j'ai commencé à faire ces dernières années, et j'ai la chance de participer à ce mouvement, le Men's Work, qui
prend son envol de plus en plus grâce à des initiatives d'hommes inspirants que j'ai la chance de côtoyer, notamment ici en France. J'ai en tête le magazine Men's Work France qui vient juste de sortir, initiative de Ferdinand Richter, que je vous invite à aller lire, découvrir et commander. Et puis, ouais, voilà, une aventure qui continue, qui se précise. Et il y a plein de choses que je pourrais dire sur moi, ma carrière artistique, mes pérégrinations spirituelles et autres. Mais je vais laisser la parole à Aurélien qui va nous guider dans cet échange. Et merci beaucoup pour ceux qui nous ont rejoints. On va aller creuser tout ça parce qu'il y a plein de choses qui m'intriguent et qui m'intéressent dans ton parcours. Et juste pour réagir, effectivement, le magazine Men's Work numéro 1 qui est disponible en plus gratuitement. Donc je l'ai téléchargé, je l'ai lu en partie déjà. Donc comme Cassien, je vous recommande d'aller découvrir ça. C'est un bel outil, un beau magazine qu'il faut mettre en avant. Alors pour rentrer un peu dans certains aspects de ton parcours, on va commencer par ta vie un peu de nomade, d'avoir bougé. Tu nous disais certains moments c'était choisi, je pense dans l'enfance forcément un peu moins. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours de nomade et les enseignements que tu en as tirés des différentes cultures que tu as pu côtoyer? Ouais, carrément. Mais en fait, je suis né dans une famille tout à fait ordinaire dans la région parisienne. Mais très tôt, mon père a pris un poste aux États-Unis. Et donc, on est parti vivre là-bas alors que j'avais même pas 1 an, ou tout juste. Et ensuite, on a bougé plusieurs fois, d'abord pour son boulot, et ensuite parce que mes parents se sont séparés. Et donc, très jeune, j'ai été habitué à évoluer dans un environnement culturel assez varié. Puis mes parents se sont séparés, je suis allé vivre avec ma mère en Dordogne, et puis là je côtoyais une communauté bouddhiste, etc., etc. Et donc ma vie a été faite, on va dire, d'aventures, un peu de cette trame-là. Et donc, quand j'étais jeune adulte, en sortant de mes études d'hôtellerie dans le sud de la France, je pense que j'ai pris à bras le corps cette identité d'artiste et de nomade, justement. Et je me suis fait un personnage autour de ça. Je me suis construit toute une identité autour de ça. J'ai une carrière de DJ à Paris, j'ai fait de l'événementiel. Je suis parti à Berlin un temps, ensuite je me suis réinventé après les épisodes vécus à Paris où j'avais l'impression d'atteindre un peu ma limite au niveau de ma santé, de la fête et de tout cet environnement-là. Donc je suis parti à Grenade en Espagne. Et là-bas, je me suis investi beaucoup plus dans la spiritualité, dans la connaissance de moi. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de réponses que je cherchais qui m'échappaient et qui étaient plus à l'intérieur qu'elles n'étaient à l'extérieur dans ma vie. J'ai fait des voyages sans argent, j'ai fait un voyage à vélo qui m'a emmené à traverser l'océan Atlantique, ou une partie en tout cas, jusqu'aux Canaries. Enfin, j'ai vécu plein d'aventures comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, c'était un réflexe, parce que s'ancrer, se structurer et rester au même endroit, c'était très difficile. Ça pouvait être très anxiogène pour moi, et j'ai eu beaucoup de mal à garder des relations amicales, amoureuses dans le temps, beaucoup de mal à garder le cap. Et donc, dès qu'une situation, un aléa de la vie venait me brusquer un peu dans ce que je construisais, moi je l'ai toujours vu comme un signal de il est temps de partir. Je l'ai jamais vu comme un signal de ok, je vais insister, je vais rester là et je vais faire face à ce qui se passe. J'en profite pour passer un message à des hommes qui écouteraient ça, c'est voilà ce qui se passe quand on n'a pas de direction établie. Voilà ce qui se passe quand on laisse les aléas et les challenges de la vie nous bousculer et qu'on refuse de faire face à ces obstacles-là, et que plutôt d'y faire face, on les évite. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'inventais finalement une histoire, je faisais coller à mon identité de nomade, d'artiste, la raison de cette intervention presque divine extérieure, en me disant non, mais en fait, depuis le début, je le sentais, j'étais appelé à partir plus loin. Et je suis vraiment rentré très longuement, jusqu'à mes 30 ans, dans un dialogue intérieur comme ça, à passer de ville en ville, de passer de vie en vie, d'emploi en emploi, de projet en projet. Et j'ai énormément souffert de ça aussi, parce que j'ai toujours voulu construire des choses stables, des choses solides, des choses qui durent,
Et cette vie-là m'échappait énormément. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance, le privilège de pouvoir construire une vie justement qui est structurée, qui est établie et qui petit à petit m'apporte les fruits que j'ai recherchés depuis longtemps. Cela dit, j'ai reçu énormément de sagesse, de cadeaux de ces expériences nomades à travers le monde. Par exemple, je parle plusieurs langues, l'anglais, l'espagnol et un peu l'allemand. J'ai une capacité à m'adapter absolument phénoménale. Je suis à l'aise dans de très nombreuses tranches sociales. Je peux parler à peu près à n'importe qui. Je suis un vrai caméléon. Enfin, voilà, toutes ces choses qui forcément viennent de là. Et aujourd'hui, je peux mettre à profit toutes ces compétences, notamment à travers mon travail avec les hommes, puisque je vais pouvoir m'adresser à des gens de tout milieu. Je peux faire un live avec un gars qui est très orienté business, le lendemain avec quelqu'un qui est très spirituel, qui est vraiment en contact avec la terre, le lendemain avec un gars qui est plus branché fitness, hygiénisme. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui, c'est cette capacité à faire des ponts entre les mondes. Et c'est là où j'ai envie d'agir le plus. C'est utiliser justement finalement cet aspect difficile de ma vie, cette épreuve que j'ai eu à vivre, cette épreuve de l'instabilité, cette épreuve du chaos, et d'en faire une force et d'en faire finalement un don, quelque chose, un talent que je peux mettre à profit au monde des hommes, en faisant des ponts et en ralliant des gens qui peut-être ne se rallieraient pas. Puisqu'aujourd'hui, je suis en contact avec des hommes non seulement en France, mais aussi des hommes en Angleterre, en Afrique du Sud, aux États-Unis, qui viennent de d'autres cultures, qui ont d'autres points de vue sur comment ce mouvement masculin conscient doit émerger et doit se développer. Et j'espère avoir une place privilégiée à cet endroit-là pour pouvoir bah, aider, soutenir et permettre à que cette énergie, ce mouvement-là puisse se propager. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà ce que j'ai envie de partager. Ah, ça répond à ma question et ça en ouvre plein d'autres. C'est bien ce parcours et les leçons que tu en tires parce que quand on entend un vie nomade qui a vécu plein de pays, on peut s'imaginer un peu dans l'inconscient collectif que voilà, c'est super, c'est toujours plein d'expériences et des aspects très positifs. Mais derrière, tu dis qu'il y a effectivement des aspects très positifs à ça, mais qu'il y a eu aussi une grosse souffrance derrière ça. Et c'est beau d'avoir en fait les deux versions et pas juste embellir et voir que ouais tout est beau ailleurs, c'est qu'il faut forcément chercher le plus beau ailleurs et que c'est bien de bouger tout le temps. C'est aussi bien de s'ancrer dans un lieu, dans un endroit pour pouvoir se développer soi-même et développer après une activité. Ensuite, l'autre chose qui m'a sur lequel j'aimerais peut-être creuser un petit peu, euh, il y a deux éléments, mais tu as parlé de liens et mon mentor, que Pierre Dufresne, que j'ai aussi interviewé, il parle souvent, il dit souvent, c'est pas de lui, mais l'intelligence, ça veut dire interligere, dire créer du lien. Et ce lien que voilà, tu peux faire entre différentes classes sociales d'hommes, différentes cultures, différents pays, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette et très, très inspirant. Donc ça, c'est un premier point si tu voudras un peu le développer, comment toi, ta Carrément. vision et comment tu veux créer ce lien un peu entre soit les différentes classes, soit les différents pays, enfin, ta vision. Et l'autre point qui m'a intéressé, sur lequel, oups, j'aimerais que tu développes, c'est le bouddhisme. T'as dit que Mhm. ta maman était aussi convertie au bouddhisme, il me semble. Et voilà, faire le lien un peu avec cette culture un peu orientale et comment on peut tirer aussi des belles leçons et les mettre dans notre monde moderne occidental. Moi, le bouddhisme m'inspire aussi pas mal. Et Mhm. voilà, si tu veux développer ces deux points. Carrément, avec plaisir. Et merci pour ce que tu me partages là sur l'origine latine, interligérée, j'imagine, du mot intelligence. C'est vachement représentatif du coup. Hum, Aujourd'hui, je pense qu'on est à une époque d'hyper-individualisation, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité unique d'être dans la différenciation, c'est-à-dire d'explorer nos potentialités individuelles. D'abord parce que on a un confort de vie relatif, parce que on en souffre aussi de d'autres manières, il y a beaucoup d'inégalités, mais on a un confort, on va dire, d'information et d'introspection qui est inédit à mon sens.
Et cette opportunité-là, chacun l'exploite au mieux que possible et se, se, se découvre en fait soi. On a énormément d'outils à notre disposition, des outils d'exploration de soi basés sur l'astrologie, des outils comme le design humain, les Gene Keys, ou d'autres outils plus psychologiques et cartésiens, des profils de personnalité et autres, des livres formidables, des ressources gratuites sur YouTube, des cours en ligne, etc. Chacun a vraiment l'opportunité dans ce monde aujourd'hui de découvrir son individualité, de l'affirmer, de la revendiquer, notamment avec les réseaux sociaux, de pouvoir créer sa propre chaîne de télé, de se dire voilà qui je suis, voilà mon message et voilà ce que je partage. À travers ça, je pense qu'il y a une opportunité égale et complémentaire qui se déroule en même temps. C'est celle de créer du lien et des ponts entre nos individualités. C'est de se reconnaître dans nos différences et pas forcément chercher à affirmer cette différence en s'éloignant des uns des autres, mais justement en se reconnaissant, en s'honorant dans nos différences, en disant voilà, putain, c'est génial, cette personne, elle prend sa place vraiment dans qui elle est, cet homme, il écoute sa flamme, il écoute son potentiel, il est droit dans ses bottes, il est qui il est, et en même temps, justement, je peux relationner avec lui d'une manière qui est sincère et franche, parce que tous les deux, on sait où on est. Pour moi, ce qui crée la division et la séparation dans le monde, c'est quand on se connaît pas. C'est quand on sait pas qui on est, parce que du coup, de fait, tout ce qui est à l'extérieur devient un ennemi potentiel, devient quelque chose qui peut nous zapper peut-être dans une direction, parce qu'on n'est pas vraiment droit dans nos bottes, on sait pas vraiment qui on est. Et aujourd'hui, mon message, c'est un message de curiosité, justement. C'est de se confronter aux idées de personnes qui sont différentes, c'est de sortir d'un entre-soi. Il faut beaucoup se méfier de ce qui se passe sur les réseaux sociaux notamment. Pas dans une énergie de peur, mais il faut comprendre que ces algorithmes et ces écosystèmes dans lesquels on évolue digitalement, virtuellement, ils nous maintiennent dans un entre-soi. On est constamment suggéré des vidéos auxquelles on adhère déjà, on est constamment suggéré à des opinions auxquelles on est déjà en phase, puisque c'est justement pour ça que ces contenus nous sont suggérés. On va très rarement ou jamais nous suggérer des contenus avec lesquels on est complètement en désaccord. Ça n'arrive juste pas. Donc du coup, on crée des boucles dans lesquelles on est constamment alimenté de choses qui vont confirmer dans un biais de confirmation et nous dire ah oui je suis d'accord, ah oui je suis d'accord, ah ouais il a trop raison, ah ouais c'est grave vrai ce qu'il dit. Et du coup je pense que c'est essentiel aujourd'hui de cultiver à la fois dans son cercle social proche, mais aussi dans son cercle professionnel, ou voilà si on est dans les métiers du digital ou si on est dans d'autres métiers, cultiver cette différence. C'est marrant parce que quand j'étais au lycée, j'étais dans un lycée international dont la devise était de Paul Valéry, enrichissons-nous de nos différences. Et ça m'est resté. Et je pense que c'est vraiment une leçon très importante que moi j'ai envie d'amener, c'est n'ayons pas peur en fait de confronter nos opinions, parce que au fond, toutes les spiritualités, toutes les communautés, tous les genres, tous les identités différentes et multiples, la plupart des gens recherchent la même chose. On cherche de la souveraineté, on cherche du pouvoir personnel, on cherche de la liberté, on cherche à plus avoir peur de la mort et de ce qui nous attend après, on cherche à se sentir libre. Il y a énormément de choses qui sont en commun en fait dans l'humanité. Et il faut trouver des ponts. Et même quand t'as un mec que tu détestes en face de toi, qui t'inspire du dégoût, du mépris et qui représente tout ce que tu veux détruire, il faut trouver un pont. Il faut trouver un pont parce que c'est ça qui va créer derrière le dialogue, la diplomatie et faire évoluer les choses. S'il y a des choses à confronter, tu peux les confronter aussi. Mais la confrontation saine, elle vient d'un endroit où tu peux dire écoute, je fais de la place à ce que tu me dis, je t'entends mec, j'entends ce que tu me dis, je suis pas du tout d'accord avec toi et je peux pas adhérer à ce que tu me dis, mais je t'entends et je te vois. À partir du moment où on est dans une posture où on dénonce, où on se ferme, on critique et on met l'autre à l'extérieur, bah on construit plus rien ensemble. Donc je pense que c'est ça que je tire comme leçon finalement de cette évolution multiculturelle, c'est que j'ai eu la chance, moi, de toujours avoir la capacité, et peut-être certains astrologues me le diront, mon côté balance, donc j'ai un truc un peu de chercher tout le temps l'équilibre et l'harmonie dans toutes mes relations. Et voilà, j'aime pas la séparation de manière générale. Avant, ça s'est manifesté chez moi par une aversion du conflit, et j'avais un peu peur, j'étais un peu dans mon masculin un peu fuyant, et je disais oui, même quand j'étais pas d'accord. Après, ça s'est transformé dans un truc où justement j'étais très dans le conflit, très dans l'affirmation, et je mettais les autres à l'extérieur.
Aujourd'hui, j'ai la chance d'évoluer dans quelque chose de plus intégré, où je peux à la fois marquer mon opposition à quelqu'un tout en restant en lien. Et je pense que ça, c'est difficile à cultiver, mais c'est hyper important, en particulier pour nous les hommes, parce qu'on vit très souvent des situations de conflit. Et le conflit, c'est quelque chose qui peut générer énormément de sagesse et d'intelligence, comme tu dis. Donc entourez-vous de gens qui sont pas d'accord avec vous ou qui peuvent vous confronter. N'ayez pas que des amis qui sont d'accord avec vous. N'écoutez pas et ne regardez pas que du contenu avec des idées qui vous séduisent déjà. Apprenez à les confronter ça. Et pour certains, ça peut être aller faire un voyage dans un pays qui est frais et dont on se méfie. Pour d'autres, ça peut être voilà d'aller à la rencontre d'une culture dont on ne sait rien. Et je pense que c'est vraiment ça ouais, que j'ai tiré comme leçon dans ma vie, c'est que j'ai côtoyé plein de cultures, de pays différents, d'origines sociales. Et franchement, au cœur de tout ça, on est tous les mêmes. On est tous des êtres humains et on essaye de déchiffrer la vie. On a peur, on se casse la gueule, on fait des conneries et on a juste envie de rentrer chez nous le soir et d'avoir quelqu'un qui nous aime et qui nous borde. Et voilà. Même le pire des tyrans, en fait, il est comme ça au fond. Voilà. Et je sais pas si t'as envie de rebondir là-dessus. Après, si tu veux, je peux enchaîner sur ta deuxième remarque. Ouais, ouais, bah super inspirant. Merci de ce partage-là. Ça rejoint un peu. Moi, je me suis un peu formé à la communication non violente et effectivement, on a tous des besoins primaires, on va dire, qui sont tous les mêmes et on a des moyens de les exprimer qui sont différentes. Et quand on va creuser, on, on aspire tous à ces mêmes besoins voilà, de sécurité, d'épanouissement, d'amour, tous les besoins forts. Et on les veut tous et ouais, c'est vraiment chouette que tu arrives à faire ce lien maintenant et de tirer parti de ça pour le transmettre et le développer parce que moi j'ai été aussi beaucoup dans la confrontation. J'ai fait un sport toute ma jeunesse de judo où c'était voilà, un sport très confrontant et d'autant plus dans la partie occidentale où ils ont enlevé le côté un peu spirituel et arts martiaux. C'était vraiment voilà juste compétition, compétition et gagner, gagner, et être le meilleur. Donc ça apporte quelques belles valeurs, mais ça apporte aussi le côté sombre de la pièce qui est de se couper un peu de cette connexion aux autres, de ses ressentis, de ses émotions, et de juste voilà juste voir l'objectif gagner, gagner. Voilà, moi je sais que ça m'a fait du bien d'un côté, mais il y avait aussi un gros côté négatif à ces années-là que j'essaye un peu aussi de déconstruire maintenant. Et bah mon fils fait aussi du judo, tu vois, donc je déconstruis. J'essaye de lui apporter ce côté un peu plus spirituel et arts martiaux et voir que c'est pas juste gagner qui est important. Et c'est la relation qu'on a à soi-même et aux autres. Donc voilà, c'est un bon lien pour aborder le sujet un peu spiritualité et bouddhisme, si tu veux enchaîner sur la Carrément. deuxième quai. Et merci de me partager ça sur ta philosophie des arts martiaux. C'est une belle leçon pour ton fils. Il a de la chance. J'ai grandi ouais, très très jeune. J'ai côtoyé une communauté bouddhiste à Dagpo Kagulling, en Dordogne. Et ma mère était investie dans ce centre-là en tant que bénévole. Et donc j'ai eu la chance de côtoyer très jeune des grands maîtres tibétains de la lignée bouddhiste. Donc de côtoyer des hommes assez hors normes, sages, détenteurs d'une certaine sagesse et d'un enseignement qui transmettent de leur vivant et ils sont dévoués à cette cause-là. Et des orientaux, donc avec des points de repère complètement différents. Ça m'a inculqué très jeune des notions différentes que celles qu'on a en Occident, sur, je sais pas, généralement les thématiques les principales, ça va être la réincarnation, notamment la philosophie on va dire, de non-violence et de compassion envers tous les êtres, d'observer chaque être vivant comme un être vivant et pas comme soit un insecte ou un humain, et de nous mettre, nous, en tant qu'hommes, en tant qu'être humain supérieur à la race animale ou à d'autres espèces vivantes. Donc ça m'a présenté en tout cas des thématiques et une façon d'aborder les choses qui était voilà, qui était très différente, et notamment l'approche méditative, l'approche de considérer ses émotions depuis notre propre point de vue et de finalement focaliser les choses à l'intérieur. Donc je pense que naturellement, voilà, je suis quelqu'un qui très jeune a
à travailler sur son intériorité, qui a essayé de l'observer, même si je pense que dans mon jeune âge, j'avais surtout une compréhension très mentale de ces enseignements-là et je ne les avais pas du tout incarnés. Ça m'a quand même permis de, voilà, de vivre des expériences quand même plutôt marginales à un âge, voilà, un âge très jeune avant mes 10 ans, et donc d'évoluer dans le monde autour de moi avec des perspectives vraiment, vraiment différentes. Ce que je retiens, ouais, de la philosophie bouddhiste, c'est ça, c'est une approche, déjà au niveau de la temporalité très, très différente parce qu'en Occident, on est quand même très inquiété par l'idée de mourir et qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut tout faire dans cette vie et que c'est une course effrénée. Là où je pense que la pensée orientale et notamment la pensée bouddhiste, en tout cas moi c'était le bouddhisme tibétain, il y a une notion de temps qui est radicalement différente. Les types, ils méditent dans des grottes depuis des milliers d'années. Il y a une valeur de la vie qui est très différente et c'est beaucoup plus important d'être dans la patience et l'amour et la compassion et la contemplation et toutes ces choses-là que ça naît de rentrer dans une quelconque carrière ou dans la frénésie du monde. Ils ont comme une perspective beaucoup plus haute et j'imagine que c'est en lien avec là où ils se trouvent en l'Himalaya, cette énergie un peu finalement de l'aigle, de surplomber un peu le, le monde et de voir les choses avec de la hauteur et de se rendre compte avec de la perspective que bah, le monde dans lequel on vit en Occident, il va se casser la gueule et par contre leur philosophie à eux vont probablement rester là encore un bon moment parce que ça traite de choses plus fondamentales. Après, moi j'étais pas forcément touché par ce dogme-là et c'est pas, je me suis pas forcément senti à la maison dans le bouddhisme. J'ai eu vraiment ma rencontre de cœur plus tard avec le chamanisme. C'est là où je me suis senti vraiment à la maison. Il y a un chamanisme tibétain, donc il y a un chamanisme qui est en lien avec le bouddhisme aussi. Mais moi, c'est plutôt le chamanisme amérindien quand je l'ai découvert. Je pense que je suis clairement pas le seul en Occident. Là, il y a eu quelque chose qui m'a vraiment appelé. Je me suis senti à la maison. Mais je suis content d'avoir eu cette chance, ce privilège de rencontrer, de découvrir à 5, 6 ans, 7 ans, des rituels bouddhistes traditionnels avec des chants, avec des prières, avec des environnements vraiment très très différents de ceux qu'on peut côtoyer en France normalement ou dans une église. Donc ça, ouais, c'était une vraie chance. Ah, c'est vraiment chouette. Moi, ce que je retiens des petits enseignements bouddhistes que, que j'ai pu écouter à droite et à gauche, c'est aussi qu'ils n'ont pas fait de la séparation comme on le fait nous en Occident du corps et de l'esprit. Mhm. Tout est là, la mort, la vie, le corps, l'esprit, tout est une seule et unique pièce et nous, on a trop tout séparé. Essayer d'expliquer et créer la dualité. La dualité est vraiment très occidentale, je trouve, par rapport à cette vision bouddhiste où tout est un et tout va avec son opposé, le yin, le yang. Voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter un petit mot là-dessus. Non, bah c'est hyper juste. Il y a vraiment cette notion d'être ok, d'être dans l'acceptation de ce qui vient, puisque notre vie est juste le déroulé de nos expériences passées ou d'autres vies, et donc il y a rien à jeter, tout est à garder, tout est une expérience ouais, qui s'ouvre et qui se révèle devant nous. Et effectivement, je suis 100% d'accord avec toi, que ça aide beaucoup de s'appuyer sur ces philosophies plus traditionnelles, qu'elles nous viennent de tribus indigènes qui passent leur vie en harmonie avec la nature ou de philosophie orientale. Effectivement, de prise de recul par rapport à l'être humain qui est juste une partie d'un tout, plutôt que cette vision un peu nombriliste, mais qui finalement sert à justifier toutes les exactions qu'on va commettre contre les autres êtres humains, contre la nature. Parce que du coup, bon, si je me positionne au-dessus, c'est beaucoup plus simple pour déchaîner la destruction autour de moi, quoi. Ouais. Et donc, tu disais que tu te sentais plus à la maison dans les expériences dans le chamanisme. Moi, j'ai aussi découvert le chamanisme il y a 2 ans, ben, avec un cercle d'hommes d'ailleurs. Ouais. Lors du cercle d'hommes, il y avait aussi
des cérémonies chamaniques, donc voilà, huile de sudation, purge, cérémonie du cacao, et puis après, je suis allé un peu plus loin et dans d'autres cérémonies, ayahuasca, j'ai fait une fois, enfin voilà. Je sais pas si toi tu peux nous raconter un peu quels ont été tes enseignements et qu'est-ce que t'as apporté cette vision du chamanisme et comment tu l'as découvert du coup, c'était lors d'un voyage, une rencontre, si tu peux un peu développer le sujet. Ouais, carrément. En fait, au début, c'est une curiosité. Moi, en 2016, j'ai vraiment eu une phase de vie très importante. Ça a été le début d'un cheminement intérieur. J'ai fait une rencontre, personnelle avec, justement les cycles du temps. J'ai commencé à me poser la question du rapport au temps et de comment, est-ce que je me sentais souverain ou non par rapport à mon rapport au temps? Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser notamment au cycle lunaire, à découvrir toute, la philosophie et tout ce que je pouvais tirer, d'informations et d'expérimentation autour de ça. Et je m'intéressais aussi à d'autres formes d'astrologie et notamment j'ai découvert l'astrologie aztèque à ce moment-là, qui est très similaire à l'astrologie maya puisque les mayas précèdent les aztèques. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça et ça a été le début d'un fil qui m'a un peu tiré en avant. Et il faut savoir qu'en 2014-2015, j'avais commencé la rédaction d'un ouvrage, d'un roman qui se passait à Paris et qui traitait, c'est un roman d'anticipation où je m'intéressais justement à l'avenir en 2064. Ça se passait à l'action et j'essayais de me projeter un peu dans l'avenir qu'on aurait à cette époque-là. Et la vision que j'en avais, c'était la vision d'un monde déchiré entre la technologie et la nature sauvage, c'est-à-dire de villes ultra technologiques, complètement coupées de la nature, dans la quête de l'espace, dans la quête, voilà, toujours plus haut dans les gratte-ciel, toujours plus haut dans les étoiles. Et ensuite une vie ultra rurale avec des communautés autonomes, coupées du capitalisme, coupées de ce monde-là. Et voilà, une grande fraction, une grande scission entre ces deux mondes. Et je pense qu'on est complètement en train d'aller vers ça. Et je suis toujours plutôt fervent défenseur de la vision que j'avais à l'époque. Et quand j'ai voulu m'intéresser à cette nature sauvage, je voulais que le chamanisme y prenne une part importante, parce que j'avais le sentiment très profond que le chamanisme allait occuper une part très importante de cet avenir-là, et je voulais simplement m'y intéresser pour la rédaction de mon bouquin, en fait. Et donc je fais des recherches sur internet pour comprendre mieux, pour découvrir un peu plus ce que c'est que le chamanisme, et je tombe sur un auteur qui s'appelle Alberto Villoldo, s'écrit Villoldo, tu pourras mettre la ressource, et cet auteur-là, c'est un Cubain qui a grandi aux États-Unis, anthropologue, psychologue, neuroscientifique émérite, qui a passé toute sa vie à étudier la maladie et la santé psychosomatique, c'est-à-dire qu'on sait qu'on pouvait influencer de manière négative notre psyché et notre corps, finalement en se précipitant dans la maladie à cause de symptômes psychologiques, bah, il s'est demandé si c'était possible d'influencer notre santé justement à travers un état vibratoire ou à travers un état d'esprit particulier. Et pour ça, il est parti à la rencontre de peuples autochtones du monde entier pendant 25 ans. Et puis, il a fondé une école de chamanisme au Chili avec sa femme Marcela Lobos, où ils enseignent la médecine énergétique chamanique depuis 10 ou 15 ans, et qui vient d'ailleurs pour la première fois cette année au Portugal en septembre. Et j'ai rencontré cet auteur en ligne et je commande son premier livre, et là il y a vraiment un moment très fort qui se passe pour moi. Je me rappelle, le livre arrive par Amazon dans la boîte aux lettres, et au moment où je prends la pochette du livre, je sais pas, je ressens un truc très très fort avant même d'ouvrir la pochette, je me sens traversé par quelque chose, et voilà. Et derrière ça va s'en suivre une lecture passionnée de plusieurs de ses ouvrages. Et je vais me passionner pour ce que cet homme transmet et pour la sagesse qui se cache dans ces peuples amérindiens, en Amazonie, etc. Et je vais ensuite aller en Espagne, apprendre l'espagnol, parce que dans ma tête, j'étais là, ok, si un jour je vais en Amérique latine, il faut que je sache parler espagnol, donc voilà pourquoi je parle espagnol. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire des définitions, j'ai eu l'occasion de pratiquer ou participer à des rituels chamaniques ou à pratiquer le chamanisme dans ma vie quotidienne.
et à participer à une ou deux cérémonies de plantes, même si je suis jamais allé en Amérique latine et j'ai pas fait de voyage avec l'ayahuasca, j'ai toujours senti que c'était pas encore le moment pour moi. Mais ouais, que ce soit la langue, que ce soit l'énergie autour de ces rituels, ça a toujours été quelque chose voilà, qui me touchait très, très fortement et où je me sentais très proche. Voilà, notamment toute la région justement Maya, Aztèque, Mexique, Guatemala. Voilà, je sens que je suis vraiment appelé là-bas. Et je pense d'ailleurs me former à la médecine du feu et de la huile de sudation. Ça fait partie des choses que je vais développer à l'avenir, que j'aimerais bien partager avec les hommes. Les huttes de sudation, ça peut être super puissant, ouais. Ouais. Pour ce partage, ouais, on mettra le lien de ce livre dans les commentaires. Ça peut inspirer et aider certains, c'est chouette. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le découvrir. Sinon, pour un peu creuser sur ton identité, et tu disais que tu avais entrepris un roman, et je suis allé voir un peu sur ton site et j'ai vu que tu avais écrit plusieurs. Et il y en a un que j'ai lu qui m'a un peu interpellé tout de suite parce que donc moi j'ai 4 enfants, dans mes 4 enfants, on suspecte une enfant, Héloïse, de peut-être avoir un trouble TDAH. Et voilà, c'est un sujet qui est pas simple non plus à évoquer, à diagnostiquer, notamment sur des petits. Voilà. Si Et puis j'aime pas non plus cette idée de mettre une étiquette. Et en lisant en plus ton article, j'ai vu que ça pouvait être beaucoup lié à ce trouble peut être beaucoup lié à l'enfance et à comment on a géré émotionnellement avec l'enfant en tant que parent. Et bizarrement, Héloïse, en plus, c'est l'enfant avec laquelle on a été le plus conscient, on a été un peu plus conscient, on a fait des accouchements naturels, on a fait l'allaitement, on a fait le pot à pot, enfin, on a essayé de faire les choses le mieux qu'on peut. Et voilà. Donc c'est un peu, voilà, on se pose des questions. Donc je sais pas si toi tu peux nous dire un peu ton parcours. Toi, tu l'as découvert a priori, d'après ce que j'ai compris de l'article, assez tard. Est-ce que ça t'a fait du bien de le savoir? Est-ce que ça t'a aidé? Comment tu vis avec ça et comment voilà, tu veux en parler? Je vais répondre avec le cœur, un peu à côté de ta question, mais en même temps, je vais répondre à ce que je sens être vraiment la question. Au fond, je suis pas parent, je sais pas ce que c'est, mais j'ai eu très fort le désir de l'être, donc j'imagine ce que ça peut, ce qu'on peut ressentir dans certaines situations. On pourra faire tous les efforts du monde, notre enfant il sera blessé. Notre enfant il va vivre des expériences qui vont le marquer profondément parce que pour moi l'existence humaine c'est une réunification avec le point de départ, un peu comme le Big Bang qui est l'univers en expansion et qui va un jour repartir dans l'autre sens pour revenir à son point originel. Bah, la vie humaine, pour moi, c'est la même chose. On arrive, on part de la graine, on s'ouvre, on vit des expériences. Toute notre vie, on essaye de finalement boucler ces expériences. Et puis, un jour, on referme la page. Et puis, bon, pour ceux qui y croient, il y a une suite. Pour ceux qui y croient pas, ça s'arrête là. Et du coup, je salue les efforts que vous avez dû faire avec votre compagne pour assister et guider votre enfant de la meilleure manière qui soit. Mais il y a de grandes chances que malgré tous vos efforts, elle va quand même vivre des situations qui vont la toucher profondément et qui vont lui amener finalement sa singularité, lui amener que ce soit ses blessures ou ses sensibilités qui vont faire d'elle qui elle est. Et du coup, peut-être qu'une de ces choses qui vont se développer, c'est une certaine structure de l'esprit qu'on peut appeler TDAH ou autre, j'en sais rien. En tout cas, d'un point de vue plus scientifique, moi, de ce que j'ai lu, donc j'ai lu un bouquin, j'ai lu un seul bouquin sur le sujet, mais parce que je faisais énormément confiance à son auteur, Gabor Maté, dont je parle dans l'article notamment. C'est un livre de 99, donc c'est quand même hyper en avance par rapport à la littérature, j'imagine, qui doit peut-être exister maintenant aujourd'hui. C'est quand même il y a 25 ans. Et donc Gabor Maté nous explique que
l'énergie, du moins le terrain précurseur du TDAH, c'est l'hypersensibilité. Donc on a un enfant très sensible. Donc l'hypersensibilité pour moi ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon une petite pichenette va être vécue comme un gros coup dans la gueule, quoi. C'est ça l'hypersensibilité. C'est une perspective sur la vie, une sensibilité à l'extérieur qui fait que voilà, on peut être touché de manière très très forte par notre environnement, même si de l'extérieur peut-être les événements qui ont lieu ne sont pas si intenses. Et pour moi, en tout cas, mon expérience, l'handicap, il a surtout été par rapport au fait j'ai grandi moi dans un monde qui n'était pas du tout normé sur des esprits comme le mien, sur des esprits en arborescence, sur des esprits agités, et que j'ai pas du tout bénéficié d'encadrement émotionnel et structurel pour pouvoir voilà, naviguer avec cet esprit-là. Quand on a une sensibilité de cet ordre-là, quand on a une pensée peut-être plus arborescente ou plus distraite, ben on va avoir besoin de 10 fois plus de structure que quelqu'un qui a un esprit plus posé, plus structuré. Donc ça veut dire que j'avais des besoins particuliers. Donc c'est peut-être justement pour ça, Héloïse, c'est ça? Oui. C'est peut-être justement pour ça qu'Héloïse, vous l'avez accueillie d'une manière particulière, c'est parce qu'elle a besoin de plus. Et c'est ça dont je retiendrai, moi, depuis toute mon enfance, c'est que j'avais plus besoin que mes frères et sœurs, plus besoin de tout, plus besoin d'attention, plus besoin de cadre, plus besoin d'amour, plus besoin de toutes les choses qui venaient à moi. Et donc c'était jamais assez. Parce que mon degré de sensibilité faisait que c'était jamais assez, et surtout le niveau d'exigence et les standards que moi j'avais étaient élevé. Et donc quand je me suis confronté au monde de l'éducation notamment, de l'école et tout, ça a été super difficile parce que on est tous logés à la même enseigne en fait. Il y a pas de tarif préférentiel. Alors j'imagine que quand même maintenant en 2025 ça a bougé un peu et que ça va changer. Mais voilà, tout ce que ça dénote pour moi, c'est traitement, traitement de faveur, sensibilité, et voilà, structuration différente. L'esprit TDAH, c'est un esprit très créatif, c'est un esprit qui fonctionne un peu différemment, mais c'est un esprit du coup qui a besoin de discipline, 1000 fois plus que les autres. Et moi aujourd'hui, grâce aux outils que j'ai mis en place dans ma vie, et grâce à l'équilibre entre structure et liberté que j'ai dans ma vie, je ressens quasiment jamais l'impact de cet esprit-là sur mon environnement ou sur mon fonctionnement, puisque j'ai créé ce qu'on appelle des stratégies compensatoires, j'ai créé tout un environnement qui me soutient par rapport à comment je suis. Mais du coup, qui dit cette hypersensibilité-là, dit dès que t'es pas dans la norme, ou dès que t'es un peu différent, tu vas devoir apprendre à t'aimer encore plus que les autres. Parce que du coup, tu vas te sentir en décalage, tu vas te sentir différent. Et donc, c'est hyper important de prendre le parti pris de notre différence et de s'y investir pleinement. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est pour ça que le TDAH est une des nombreuses grilles de lecture que j'ai eues sur moi-même. Je me suis intéressé à une tonne de systèmes psychologiques, ésotériques, énergétiques, psychologiques, etc. pour comprendre et avoir des grilles de lecture sur qui j'étais à chaque fois pour me rassurer et arriver à m'aimer un peu plus tel que j'étais, tout simplement. C'est juste pour arriver à chaque fois à me dire, ok, ça c'est moi, ça, voilà comment je fonctionne. Là où quelqu'un qui a un esprit plus rationnel, plus posé et moins peut-être sensible, va juste se dire, ok, bon, voilà, j'avance dans la vie. Ouais, voilà ce que j'ai à Ouais, sans dire trop se là-dessus, poser de mais, questions, mais, sans li- trop mais, li- mais écouter. lisez l'article parce que même si vous n'êtes pas TDAH ou si vous avez des gens autour de vous, je pense que c'est vachement intéressant comme article. Il y a beaucoup de choses à y trouver et ça offre des perspectives intéressantes justement sur les étiquettes qu'on se met et comment sortir justement de ce système-là parce que tu vois, c'est pas un truc auquel je pense moi. Mais en même temps, voilà, comme je te dis, toute ma vie est structurée autour de ça. Ouais. Mais en tout cas, ouais, l'article a été vraiment très intéressant, très passionnant. Moi, je l'ai lu d'une traite et c'est très bien écrit aussi Merci. et il donne vraiment envie de creuser le sujet. Et, et ça me fait réagir un peu à ce que tu disais pour voilà, apprendre à mieux te connaître, voilà, qu'il faut donner aussi un cadre, une discipline et plus d'amour, plus de sécurité à ces enfants-là. Euh,
quand on a plusieurs enfants, on essaie toujours d'être aussi équitable entre chaque enfant, mais effectivement, on voit que les besoins sont pas forcément les mêmes et que c'est pas ne pas être équitable que de passer 2 minutes de plus à faire un câlin à un enfant qui en a plus besoin à un moment qu'un autre. Donc ouais, merci pour ces partages et ces éclaircissements. Bah Ouais. ouais, Et ensuite, je peux ouvrir mon cœur là-dessus, tu vois, parce que ça me vient tout de suite l'émotion quand tu dis ça, mais c'est ces petites secondes de câlin en plus, en fait, dont tu parles, ça change littéralement une vie, en fait. Moi, c'est des gestes d'amour qui auraient pu être justement posés à certains moments de ma vie, qui auraient transformé complètement l'expérience que j'aurais eue. Et c'est important de se le rappeler parce que je vois tout à fait de quoi tu parles quand tu parles d'essayer d'être équitable et j'imagine que c'est un enjeu de ouf, mais les besoins sont tellement différents. ouais, il faut que moi j'ai cette image là qui vient pour comparer un peu plus basiquement. Moi j'ai un garçon et 3 filles. Euh, Si on prend la nourriture, ça sert à rien d'être équitable et leur donner la même ration à chacun. Le garçon qui est plus âgé, tout début d'adolescence, il mange déjà quasiment autant que moi, voire plus que moi. Voilà, c'est pas parce que lui mange plus et qu'on lui donne plus à manger qu'on l'aime plus. Et avec les câlins, c'est pareil. C'est pas parce qu'on va en donner plus à l'un euh, qui en a plus besoin parce que on est dans un état émotionnel et une période où il en réclame plus qu'on va pas être équitable avec les autres. C'est bien de rappeler ça. Et ensuite, je voulais te faire réagir aussi et te faire un peu développer sur les aspects du coup que t'as développé pour alors, je sais pas trop quel terme utiliser, mais tu parlais dans un autre épisode aussi et que tu utilises beaucoup de routines, que tu t'es créé un peu un cadre aussi pour te sentir bien, pour te connecter, pour avoir du temps pour toi. Moi aussi, je pratique beaucoup depuis quelques années maintenant des routines et je vois, et c'était l'épisode précédent où je parlais un peu des habitudes de l'ombre, à quel point des petites habitudes, des petites routines peuvent quand même énormément impacter et Ouais. changer notre vie, notre quotidien. Si toi tu veux un peu développer sur quelles routines toi tu utilises, lesquelles te font du bien, voilà, développer un peu l'aspect routine. Carrément, bah, la première routine fondamentale, c'est parce que bah justement j'ai des besoins affectifs forts et du coup le contact physique, les petits gestes d'amour du quotidien, sentir cette présence et ce soutien de ma compagne et de pouvoir lui rendre, ça c'est déjà un truc fondamental. C'est quelque chose qui est très structurant et très voilà, qui me soutient énormément au quotidien. Donc c'est là en permanence et je pense que c'est une des premières choses qui du coup m'a permis vraiment de structurer ma vie aujourd'hui. J'avais des routines avant, hein, mais voilà, c'est un des trucs principaux. Ensuite, c'est commencer la journée avec un temps pour soi. Pour moi, c'est l'essentiel. Si tu commences la journée dans ton téléphone, dans ta boîte mail, même avec ta compagne, ou même avec tes enfants, ou même avec tout ce qui est à l'extérieur de toi. Une fois que la journée elle est lancée, c'est très difficile de retrouver un moment en fait à soi parce que bah, le monde il y va et c'est parti. Donc pour moi, ce temple du matin, c'est vraiment essentiel. C'est un espace pour soi. Ça peut nous demander peut-être de nous lever plus tôt, ça peut nous demander de nous coucher plus tôt, peut-être. De toute façon, je pense que les hommes, on est sur notre rythme de testostérone et on fait bien de se coucher plus tôt et peut-être de se lever plus tôt, justement. J'ai l'impression que tous les hommes qui fonctionnent, les leaders, entrepreneurs, guides, etc., qui fonctionnent à haut niveau, on va dire, ou qui ont de hautes exigences d'eux-mêmes, généralement, ils se lèvent tôt et ils commencent leur journée par des pratiques. C'est quasi l'intégralité des personnalités auxquelles je pense, ils font ça. Donc moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Ça a évolué beaucoup, les pratiques que je faisais. En ce moment, c'est le breathwork. Je travaille avec les breathwork de Stephen Rise, avec qui je suis en partenariat sur 12. Et franchement, elle a une super application avec des ressources géniales qui s'appelle Inspire Breathwork. Donc je bosse avec lui. Et donc c'est une pratique breathwork quotidienne pour commencer ma journée. Et puis ensuite, ça va être voilà un temps pour moi. Et ça va dépendre de mes besoins émotionnels du moment ou de mes besoins professionnels du moment.
Ça peut être des réflexions stratégiques aussi, à la fois sur ma journée, sur ma semaine, sur le projet qui est en cours. J'appelle ça un peu, finalement, voilà, regarder un peu l'état de son royaume, quoi. Tu vois, est-ce qu'il y a des urgences? Est-ce qu'il y a des priorités? On en est où? Est-ce que, voilà, il y a un des piliers du royaume qui est en train de se casser la gueule et qu'il faut qu'on rattrape? Voir où sont nos priorités, s'occuper de ça. Et s'il y a une urgence à traiter, traiter cette urgence ce jour même. Et si tout va bien, bah tant mieux, et peut-être en profiter. Et puis c'est ces moments en fait de confrontation à soi qui vont nous permettre de découvrir justement ce qui a besoin d'être nourri. C'est là qu'on va se rendre compte, ah putain, en fait, je suis fatigué. Ou alors là, en fait, il y a un truc dans la relation avec ma compagne, dans la relation à mes enfants ou à mon business qui va pas. C'est dans ces moments-là où on va prendre conscience. Plus on a des journées remplies, plus on a des vies remplies, moins on a d'espace pour prendre du recul et pour prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Plus il y a de chances que ça va exploser dans des conflits, que ça va exploser dans des opportunités ratées ou des choses qui vont nous dévier finalement d'une trajectoire idéale. Donc je vais pas te citer toute une flopée de routines, en genre, tu vois, journaling, ou des choses comme ça. Je suis sûr que voilà, elles ont toutes leurs bénéfices. Il y a eu des moments où c'était le sport très tôt le matin. En ce moment, c'est pas ça. En ce moment, c'est breathwork. Mais de manière générale, c'est consacrer du temps à ce qui te fait du bien en premier lieu. Commencer par soi. C'est vraiment l'adage de si ma coupe est remplie, ensuite je peux remplir les autres. Et c'est valable pour tout. C'est à la fois valable sur ce que tu peux donner, donner à tes enfants, donner à ta famille, donner à ton business, donner à la vie, mais c'est aussi ce que tu peux recevoir. Parce que si ta coupe est pleine, tu peux recevoir. Si tu commences la journée à plat, toute ta journée tu vas être en lutte. Et donc ouais, commence par te remplir là où tu as besoin d'être rempli, et plus tu créeras d'espace, parce qu'il y a des hommes qui se connaîtront pas, hein, qui sauront pas quoi faire de ce temps, qui vont se retrouver face à un mec, qui vont faire bon, qui vont être distraits, qui vont vouloir faire autre chose. C'est peut-être prendre conscience de ce vide alors. Est-ce que c'est un vide créatif? Est-ce que tu as besoin de plus de créativité? Ok, bah peut-être tu peux mettre en place une routine créative le matin. Est-ce que c'est un vide, tu vois, au niveau de l'énergie? Ah putain, je manque d'énergie le matin, je manque de motivation. Bon, bah peut-être faire une petite séance de sport, tu vois, c'est ce qui va te donner du mouvement, c'est ce qui va machin. Est-ce que le matin, en fait, j'arrive à rien faire tant que j'ai pas avalé un café et un truc hyper sucré, genre, je sais pas, une viennoiserie ou n'importe quoi que tu bouffes le matin? Bah, peut-être que ce dont tu as besoin, c'est de jeûner un peu pendant un temps et peut-être de faire une méditation, et cetera, et cetera. C'est vraiment un moment éponge pour aller travailler ce qui a besoin d'être travaillé. Parce que si ce taf, il est pas fait quotidiennement, il est jamais fait. Tu vas pas aller le faire un jour, un week-end de retraite et tout comme ça. C'est tous les jours qu'il faut le faire. Donc voilà, moi ça commence par là. Et du coup, mes matinées sont jamais les mêmes. Tu vois, même si j'ai un agenda assez structuré et tout, et qu'il y a des choses qui se ressemblent, avec le temps, ça évolue. Voilà. Tout évolue, de toute façon, tout est cyclique et bah, moi, pour rebondir à ta routine, je prends du temps maintenant tous les matins pour moi. Je me lève exprès avant les enfants pour avoir mon temps pour moi, pour ma pratique, douche froide, lecture ou méditation, et après avoir du temps pour bosser sur le podcast notamment. Et c'est vrai qu'avoir du temps pour soi, c'est vraiment super important, et que si on commence sa journée et qu'on l'a pas pris, comme tu dis, ben la journée elle passe, et si on le retrouve plus ce temps pour soi, ou très très difficilement dans le flux de nos vies occidentales, très très mouvementées à 200 à l'heure, c'est compliqué de avoir du temps pour soi. Ouais, carrément. Et pour amener un peu de contexte aussi, tu vois, et je sais pas, un peu des chiffres ou des trucs comme ça, je crois que c'est des chiffres aberrants du genre 95% de nos pensées chaque jour, c'est exactement les mêmes que le jour précédent. Donc en fait, on est très peu créatif finalement dans la manière dont on conçoit les choses. Et puis aussi, la nuit, le sommeil, tout ça, on va faire des rêves, on va purger un peu les émotions de la veille, mais finalement, on va ressasser aussi beaucoup des choses qu'on a pensées, surtout si on n'a pas une pratique méditative le soir, ou si, le soir, on a tendance à passer du temps avec ses enfants, avec sa compagne, et cetera. On va être dans un schéma mental où on va penser à beaucoup de choses avant de se coucher. Donc on va se coucher avec tout ça et en fait, le sommeil, il c'est juste une pause. Quand tu te réveilles, tu vas reprendre le fil de ta pensée exactement là où tu l'as laissé au moment où tu t'es couché. Donc si tu crées pas un moment de silence, si tu crées pas une coupure entre la journée d'avant et la journée d'après, tu vas reproduire exactement l'énergie de la journée d'avant. Et le truc, c'est que pour avancer dans la vie, pour créer quelque chose de nouveau, pour avancer, pour évoluer, pour grandir, pour se transformer, c'est nécessaire de créer du coup des coupures, du silence et de créer des moments du coup d'évolution où tu peux
penser différemment, où tu peux te dire, ok, aujourd'hui je vais tenter une autre stratégie, je vais tenter une autre perspective. Du coup, pour moi, c'est pour ça que j'essaie de finalement casser un peu l'énergie de la veille. Et je le vois, hein, c'est radical. Toutes les journées où je fais pas ma pratique le matin, parce qu'évidemment je suis pas parfait comme tout le monde, il y a des moments où je la saute. Bah, d'ailleurs ce matin je l'ai pas fait, tu vois. C'est quasiment garanti que je vais être beaucoup plus à fleur de peau ce jour-là. Ça veut dire qu'émotionnellement, je vais beaucoup plus construire des couches par rapport à ce qui se passe. Donc les événements que je vais traverser dans la vie vont beaucoup plus me confronter. Par exemple, si on a des vies, on est dans la performance, on a beaucoup de choses, des défis à relever tous les jours. Pourquoi est-ce que la plupart des entrepreneurs ou des gens à succès, ils commencent le sport ils commencent la journée par le sport? C'est parce que du coup, tu habitues ton corps à un niveau élevé de stress, à un niveau élevé d'intensité, ce qui fait que toutes les situations de ta journée qui peuvent te paraître super stressantes, bah, elles vont être moins intenses que ta séance de sport et du coup, hop, ça va passer tranquille. Donc, suivant tes besoins, c'est comme ça que tu composes ta routine. C'est vraiment suivant tes besoins. Donc, si t'es quelqu'un comme moi qui a besoin de se sentir très créatif, d'avoir du recul sur la vie, bah, tu crées un espace où tu es dans la réflexion, où tu es dans l'écoute, où tu es dans la méditation et des choses comme ça. Si tu es quelqu'un qui est très très actif, très très yang, qui va renvoyer du lourd, bah, peut-être que tu as besoin de sport du coup, tu vois. Chacun va se conditionner par rapport à ses besoins et voilà. Ça peut être de l'évasion en nature Ouais, aussi. ouais. Savoir s'écouter, c'est vraiment important pour trouver tout ça. Ensuite, je voulais t'amener sur, tu as déjà un peu évoqué de ton programme, de ton accompagnement des hommes, mais ouvrir un petit chapitre sur, ta vision un peu de l'homme d'aujourd'hui, du masculin conscient, voilà, tout le travail de men's work. Ta vision aussi après du couple, tu dis que voilà, c'est ton couple t'a beaucoup aidé et structuré. Euh, et voilà, déjà ces deux thèmes-là, et éventuellement après ta vision voilà, tu dis que t'as pas encore d'enfant, t'en aimerais peut-être un jour. Voilà, ta vision d'avoir des enfants Ouais, et de la transmission. ouais. Tu transmets déjà, à travers ton programme, mais voilà, si tu veux un peu développer sur tous ces sujets-là, c'est assez assez large, mais voilà. Non mais j'ai quelque chose qui me vient. Je vais essayer de faire quelque chose un peu différent de ce que je dis d'habitude, comme ça au moins on aura un podcast qui est original. Et merci pour tes questions, c'est hyper enrichissant de pouvoir partager tout ça avec toi. Je pense qu'en tant qu'homme, on a besoin de mettre notre énergie quelque part. On a besoin de se consacrer à quelque chose qui a du sens. On a besoin de se rallier à une cause, soit intime ou soit plus large, qui nous touche. Quelque chose pour certains, ça peut être glorieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des valeurs fortes. Et du coup, pour ça, ça demande de s'engager. Pour moi, c'est la première étape. C'est un peu le truc fondamental, du coup, qui est nécessaire, c'est de s'engager. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire, choisir cette fameuse direction, cette fameux endroit où on va aller investir cette énergie. Il y a plein d'initiations qui s'offrent à nous, disponibles. Et chacun va choisir une initiation qui lui correspond. Et l'initiation du couple, en tout cas hétéro, monogame, classique, dans lequel moi je suis, c'est justement une formidable initiation pour l'engagement, puisque ça veut dire renouveler chaque jour l'engagement envers une personne, la soigner, être à l'écoute, traverser des émotions, traverser des doutes, traverser toutes sortes d'épreuves émotionnelles et vivantes, quoi, avec l'autre. Mais ça peut être aussi l'initiation de l'entreprise, en montant son projet, en créant quelque chose, l'initiation de la créativité, en portant une idée, l'initiation, voilà, peu importe. Mais on a besoin de ces initiations-là pour se révéler à nous en tant qu'hommes. Et aujourd'hui, je pense que le curseur, à cause de l'énergie capitaliste, à cause de l'énergie, on va dire, d'une pensée plus mainstream et globale qui est beaucoup tournée autour de la réussite, de l'argent, de la célébrité, de l'aspect physique de l'homme en séduction avec les autres. Moi, j'ai beaucoup cultivé la séduction, donc je comprends à 100% qu'on puisse poursuivre cette voie-là. Mais toutes ces choses-là, elles nous nourrissent qu'à un niveau
superficielles. Et j'ai aucun problème avec le fait de les cultiver. J'adore le fric. J'adore me sentir beau et inspirant pour les gens qui me regardent. J'ai très envie d'avoir de l'impact et d'être connu. J'ai aucun problème avec toutes ces choses-là. Mais à partir du moment où elles ne sont pas dirigées vers une vision et, on va dire, une vocation puissante qui sert à élever la conscience collective, qui sert à protéger ce qu'on a construit, qui sert à protéger les écosystèmes humains et vivants, bah, ça sert à rien en fait, c'est creux. C'est juste un ego trip. Et du coup, aujourd'hui, le curseur, il va dangereusement en fait de ce côté-là, en même temps qu'il y a une pensée collective qui aussi s'élève très fortement grâce à l'avènement, on va dire, de la spiritualité plus occidentale, qui se révèle beaucoup et énormément ces temps-ci. Et donc, ce que je pense que le vrai défi masculin aujourd'hui, c'est de se regarder en face et de se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de nourrir comme rêve là, et de se replacer au centre et de se dire, ok, est-ce que j'ai envie d'un petit défi facile à attendre, de me faire kiffer, de me dire, ok, je vais gagner tant de fric, je vais m'acheter telle bagnole, je vais m'acheter telle maison, je vais dater telle meuf, ou est-ce que j'ai envie de porter mon énergie à quelque chose qui est vraiment puissant, qui a vraiment du sens, qui est beaucoup plus grand, qui fait peur, et à travers ce chemin-là, je vais obtenir tous les trucs qui me font kiffer. Sois tranquille, tu vas les obtenir, puisque de toute façon, si tu les désires, c'est que ça fait partie de toi. Moi, j'ai toujours voulu avoir des raccourcis pour avoir l'argent, la célébrité et toutes ces choses, et plus le temps avance, plus je me rends compte que je ne les obtiendrai qu'à travers ce qui est vraiment important pour moi et pour une conscience collective. Et la blague, c'est que le jour où je les obtiendrai, j'en aurai probablement plus rien à foutre. Et c'est ce qui se passe, hein. En ce moment, tu vois, j'ai énormément souffert du manque de reconnaissance dans ma vie. En ce moment, j'en ai plein. On me propose de participer à des podcasts comme toi. On me propose de parler de ceci et de cela. En fait, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Forcément. C'est le moment où justement on obtient les choses, c'est que ça a plus d'importance pour nous. Donc, mon message aux hommes, ce serait cultiver des rêves grands. Et si vous avez l'impression que gagner 1 million d'euros, c'est un rêve qui est grand, bah détrompez-vous. C'est un rêve qui est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît à se figurer, parce que c'est un truc que tout le monde se sert en fait, voilà, de cette culture mainstream. Fais un effort, va chercher beaucoup plus loin. C'est quoi ta blessure la plus profonde? C'est quoi le truc qui t'a manqué le plus dans ta vie? C'est quoi le sentiment que t'as eu dans ta vie où tu t'es senti déchiré, tu vois? Moi, c'est la trahison de mes amis de cœur, la trahison de me sentir trahi par la famille, foutu dehors, foutu hors du clan et tout, etc. Donc comment est-ce que je guéris ça? Bah, en créant la communauté autour de moi, en ralliant, en faisant cet effort justement d'aller au-delà de cette blessure et en unissant les gens autour de moi. Et c'est là où tu te révèles vraiment. C'est dans les trucs qui sont les plus difficiles pour toi. C'est là où ça va toucher aux endroits vraiment qui font mal à l'intérieur. Donc moi, ma vision du masculin, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que dans nos rêves d'entrepreneurs ou de célébrités, on cherche vraiment à atteindre un truc qui est très haut, mais en fait pas tellement. Donc moi j'ai envie de challenger les hommes à rêver plus grand que ça et à se donner des vrais challenges qui sont en lien avec ce qu'ils ont dans les tripes. Ça se voit aussi beaucoup dans mon accompagnement, puisque moi j'ai vraiment envie d'accompagner les hommes dans un accompagnement qui se veut holistique, dans le sens où j'ai envie de toucher les hommes dans toutes les sphères de leur vie. Ça m'intéresse pas d'accompagner soit sur le business, soit sur la vie de couple, ou soit sur l'aspect plus spirituel, ou sur le mindset. En fait, je me rends compte plus j'avance, et c'est d'ailleurs l'échange avec toi récemment qui m'a fait prendre conscience de ça encore plus. J'ai plus du tout envie de fragmenter les choses, et aujourd'hui j'ai envie que d'accompagner à travers mon système 12, parce que c'est un système qui est intégré, qui intègre toutes mes observations sur les cycles naturels, qui intègre tous mes enseignements spirituels, qui intègre ma vision moderne et digitale du monde, et qu'il faut s'approprier tous ces outils et qu'il faut arriver à comprendre comment fonctionne ce monde-là, qui intègre l'homme dans son ensemble et dans son écosystème, avec ses relations, avec sa famille et son couple, etc. Et donc, ça déborde aussi un peu sur ma vision du couple et sur comment j'envisage les choses. Pour moi, c'est simple dans le sens où c'est que j'ai toujours voulu vivre une histoire d'amour comme celle-là. J'ai retenté par plusieurs fois, et jusqu'à rencontrer la bonne personne, Sarah, avec qui je vis aujourd'hui. Et ça me demande un engagement total
et inflexible à la fois envers moi-même et envers elle. Et cette expérience-là, à la fois je la souhaite aux hommes, parce que c'est une expérience magnifique, surtout à l'ère, je pense, de la marchandisation du sexe, la marchandisation des relations par les applis de rencontre et tout. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai même jamais utilisé une de ces applications-là. Je suis toujours resté dans quelque chose de très organique et vivant. Mais il y a rien de plus confrontant que le couple. Ça demande vraiment des cojones, quoi. De se mesurer à l'autre, de se mesurer à nos propres blessures, de voir tous les endroits noirs à l'intérieur où on a peur, où on fait pas confiance, où on manipule, où on séduit, où on dissimule, où on cache, où on tout ce que tu veux. Ça demande du courage. Après, voilà, il y a des gens qui vont le vivre à travers cette initiation-là, il y en a d'autres qui vont le vivre différemment, qui vont le vivre à travers des relations complètement d'une autre nature. Moi, voilà, j'ai la vision d'un couple alchimique, transformateur, où on est vraiment dévoué l'un à l'autre, on se le dit tout le temps avec ça, on est une équipe, on veut tout traverser ensemble, on est très fusionnel, on passe énormément de temps ensemble, on a eu des moments très codépendants, comme on pourrait dire, et c'est ce qui nous convient, c'est ce qui nous fait évoluer, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui, moi, me soutient aujourd'hui. Et voilà, chacun fait selon ce qui lui correspond, et je pense que ta dernière remarque, c'était par rapport aux enfants. Je pense que moi, j'ai souffert de pas être plus proche de mon père, et je pense que j'avais beaucoup envie de vivre une transmission directe, tu vois, d'être un peu pris sous son aile. Il était entrepreneur, chef d'entreprise, donc j'avais envie de, voilà, de peut-être d'être ce gars qui est un peu dans les films, à qui qu'on va groomer pour être le successeur de l'entreprise, et c'est pas du tout passé, donc ça m'a foutu des boules énormes. Et à travers ça, j'ai découvert que j'avais aussi beaucoup envie de transmettre. On avait un désir d'enfant très fort avec Sarah, qui s'est concrétisé il y a, c'est quoi maintenant? Il y a 2 ans, et puis finalement elle a perdu le bébé, donc ça a été une épreuve assez difficile. Depuis, on n'a pas redécidé d'avoir un enfant ensemble, et voilà, pour l'instant, je me sens bien là où je suis, avec ce que je construis, avec mes projets. C'est déjà pas mal de bébés à garder et à prendre soin. L'aventure, on est là pour l'instant. Et ma quête de transmission, je la porte de toute façon partout dans tout ce que je construis. Moi, je souhaite vraiment construire des choses qui durent, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans les communautés que je veux nourrir et créer. Pour moi, c'est très important aujourd'hui de construire des systèmes qui sont pensés pour être transmis derrière. Je pense qu'on provient de lignées masculines de nos pères et de nos grands-pères qui n'ont pas eu cette transmission en tête. Il y a des choses qui ont été brisées. Et du coup, je pense que c'est ça qui a très fortement influencé dans le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde jetable. Les relations sont jetables, les désirs sont jetables, les professions sont jetables. On vit dans l'instantané, on vit dans le circuit court. Et ralentir, faire des choses qui durent, penser à long terme, ça, c'est des choses vraiment révolutionnaires. Donc c'est ça que j'ai à cœur de transmettre. Et j'espère que les bases, les fondations qu'on est en train de poser aujourd'hui dans le travail qui se fait avec les hommes, dans le men's work, ce soit pensé comme ça, ce soit pensé pour les générations futures, et qu'on ait en tête toujours la préservation des choses pour que ça dure. Justement pour contrecarrer un peu cet effet ultra rapide, ultra accélérateur qu'il y a là en ce moment avec la technologie, avec l'IA, qui peuvent nous apporter plein de bonnes choses, mais qui ont ce contre-pied, ouais, de la vitesse et de l'instantanéité, là où l'espèce humaine et nous, on n'est pas fait en fait pour aller aussi vite. On n'est juste pas adapté. T'imagines, l'information, elle se propage à la vitesse quasi de la lumière en fait, entre les trucs. Nous, on peut pas évoluer à cette vitesse-là en fait. C'est pas possible. On n'est pas fait pour. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à tout ce que tu me demandais, mais à ce que j'ai envie de Si, partager. ça répond et ça je partage totalement ton intervention sur le fait qu'il faut mettre du sens dans ses actions, dans sa vie, dans ce qu'on veut faire, et que c'est vraiment avec ces temps, comme on disait avant, d'introspection, de se poser vraiment la question de nos valeurs, de qu'est-ce qui compte pour nous, qu'on peut réussir à trouver ce sens-là, et pas se laisser happer par les distractions modernes qui nous empêchent en fait de trouver ce sens et de se poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Euh,
Ensuite, je partage aussi ta vision que, ben, être en couple, c'est très, très confrontant. Ça peut être très, voilà, permet de voir toutes ces parts d'ombre, ces parts de, comme tu disais, de manipulation, on a encore vécu là une dispute, on peut dire, mais en tout cas un petit conflit qui nous a révélé des parts un peu sombres encore de chacun. Et nous, ça fait 20 ans qu'on est ensemble avec ma femme, donc Waouh! on se connaît bien, mais voilà, on reste toujours des choses à aller éclaircir, à faire évoluer, à mettre en lumière. Et ouais, le couple, c'est très puissant. C'est très puissant, je partage totalement ça. Et, et T'as cette une pépite à nous transmission aussi. partager? 20 ans de relation, t'as une petite pépite à nous partager? Comment on fait pour Ah, une pépite à vous partager. faire durer Comment on ça fait au quotidien? pour tenir 20 ans? Euh, Tu me prends à froid là comme ça. Euh, je dirais là, un peu une réponse un peu bateau, mais la communication, c'est tellement, tellement important. Et je reprends les aspects de la communication non violente. C'est vraiment aller voir le besoin, aller sur la colline de l'autre pour voir quel est son besoin, et que en fait on a les mêmes, c'est juste qu'on a des moyens de l'exprimer qui sont différents. Quand on arrive à aller voir le besoin de l'autre, on arrive à trouver une solution commune et une vision commune pour traverser les difficultés de la vie, du quotidien, des épreuves. Voilà, il faut le conflit en fait, c'est juste un moyen de travailler et d'aller essayer de connecter à quel besoin n'est pas assouvi derrière ce conflit-là, ou quel besoin n'est pas éclairci, de mettre en Mmh. lumière. J'invite Merci. beaucoup à vous initier à la communication non violente. Moi, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide Mmh. encore beaucoup. Bah écoute, c'est super sympa de discuter avec toi. L'heure tourne et je t'avais dit que je te prendrais 1 heure, on a déjà dépassé. Alors je sais pas si j'avais encore un petit thème assez plus simple à aborder, ou sinon on peut enchaîner sur la conclusion. Moi, ça va, je suis bien là, je te suis en fait si t'as des choses à amener. Un petit sujet un peu plus léger aussi que tu Mmh. as abordé et que j'aime bien aussi, la cuisine. Tu as dit que ça Ah avait ouais? une part importante pour toi, la cuisine aussi. Heu, Moi, ben, c'est moi qui cuisine à la maison. J'essaye d'apporter une alimentation la plus saine possible et la plus locale possible. Et voilà, c'est vachement important pour moi aussi, la cuisine. C'est un moyen de transmission aussi avec les enfants qui est génial. Ça permet de faire de l'instruction, ça permet de découvrir tellement de choses et de leur apprendre, voilà, les saveurs, les goûts, les textures, les aliments. Je trouve que, voilà, la cuisine, c'est tout un univers et qui est souvent un peu, soit des fois, laissé aux femmes, parce que les hommes s'y intéressent pas. Et ouais, je voulais revaloriser un peu tout ce qu'on peut faire de beau, de bon en cuisine. Et je serais curieux d'avoir un peu toi, ta vision et ton aspect de la cuisine, pourquoi ça a une part importante aussi pour toi. Carrément. Bah, merci, c'est une question qui me met en joie, tu vois? Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi et qui est important dans notre couple aussi avec Sarah, puisqu'on s'est découvert, pas mal là-dedans et que c'est un endroit où on se transmet beaucoup et on se partage beaucoup d'amour. Ces moments, où on se retrouve, c'est souvent autour des repas, autour de ce qu'on partage à cet endroit-là et on se fait tout le temps mutuellement à manger donc c'est un moment et un endroit chouette. Bah, moi, je viens d'une, bah, du coup, tradition culinaire, masculine aussi, hein, parce que les hommes cuisinaient beaucoup dans la famille. Ma mère aussi, mais du coup, il y avait quand même ce truc-là marqué avec un ancêtre qui était chef, dans un grand restaurant et donc il y avait cette énergie pas mal. Moi, j'ai fait de l'hôtellerie et et donc la cuisine a toujours été, dans ma vie. Une cuisine à la fois de nécessité puisque j'ai dû apprendre assez jeune à faire à manger tout seul parce que j'étais souvent tout seul. Mais aussi, une cuisine inspirée, bah, du coup, des voyages et de toutes les cultures auxquelles je me suis confronté. J'adore la cuisine asiatique notamment, cuisine mexicaine, enfin voilà, un peu la cuisine du monde de manière générale et puis ça a été un des premiers endroits où je me suis confronté
justement l'alimentation, prendre soin du corps et tout, puisque je mangeais un peu n'importe comment à une époque, et donc c'est un endroit de guérison pour moi. C'est un endroit où je découvre et j'apprends à prendre soin, à être doux, à la fois à essayer d'être dans le plaisir sans être euh, dans l'ascèse. Enfin ouais, c'est vraiment un endroit qui est tout le temps assez challengeant pour moi. Et j'y apprends beaucoup et j'adore cuisiner. Ouais, c'est vraiment un endroit très très joyeux pour moi. Et ça fait partie des reconversions possibles. Il y a un truc qui me tient vachement à cœur, et sur les retraites que je vais développer là pour hommes qui vont venir qui vont commencer en fin d'année a priori, au mois de septembre. Il y aura quelque chose de cuisine autour du feu. Donc moi j'ai très envie d'expérimenter, de travailler avec la cuisine, on va dire, en extérieur, la cuisine un peu plus sauvage et autour du feu, et de revenir à cet élément feu et d'aller reconnecter notamment avec l'aliment directement, d'aller reconnecter avec la cuisson. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui était très animé par la cuisson, voilà, cette énergie-là, cette énergie du feu, quelque chose d'à la fois très réconfortant et de très apaisant pour moi là-dedans. Et donc, ouais, je vais proposer aussi des initiations au sein de mes retraites là-dedans, parce que je pense que les hommes peuvent beaucoup gagner à être au contact de ça, de l'aliment en pleine nature, et de retrouver quelque chose de très archaïque et symbolique, je pense. Voilà, quand on sort de la cuisine, quand on sort aussi de tous les dogmes de l'alimentation qui se sont multipliés dans tous les sens, et de revenir à quelque chose de plus en lien avec la vitalité. Autour de ça, j'ai fait une rencontre super intéressante ces derniers temps avec Alain, qui tient le lieu qui s'appelle le Haïma Bio au Maroc, qui a créé un lieu il y a 25 ans là-bas, où je vais très certainement faire la retraite avec lui, et qui prêche l'alimentation naturelle depuis très longtemps. Et c'est cette approche-là qui m'attire beaucoup, parce qu'en gros, même après des années à explorer l'alimentation, j'ai toujours pas trouvé exactement les réponses que je cherchais. Et j'ai pour projet d'une exploration documentaire sur YouTube. Je me suis associé avec un vidéaste là, et je pense que la première vidéo sera tournée cette année très certainement, qui va s'appeler l'ingrédient secret. Et l'ingrédient secret, c'est une quête personnelle d'aller trouver finalement quel est cet ingrédient secret qui fait que je sais pas si ça a coupé, mais ouais, c'est une quête d'aller trouver cet ingrédient secret qui fait qu'une cuisine est plus saine, nourrissante, vitalisante qu'une autre. Parce que à travers tous mes voyages, à travers toutes les découvertes culinaires que j'ai fait, je me suis aperçu que ce qui nous nourrit dans la cuisine peut être très très différent et pas du tout corrélé à la provenance ou au type des aliments, mais qu'il y a un ingrédient secret là-dedans, qui peut être l'amour qui a été porté en fait dans la confection, qui peut être l'énergie dans laquelle les ingrédients et les produits ont été justement produits, la démarche particulière du restaurateur ou du cuisinier. Bref, il me semble qu'il y a quelque chose de plus éthéré et indéfini qui existe bien au-delà de tous nos dogmes de l'alimentation, en fait, qu'on prône dans un sens comme dans l'autre, des protéines, pas de gras, alimentation bio, locale, vegan, crudivore, paléo, tout ce que tu veux. Je pense que il faut, enfin, on peut en tout cas revenir à quelque chose de plus essentiel. Et donc ma quête, je vais très certainement la produire sur YouTube, et essayer d'aller rencontrer des restaurateurs, des gens qui sont passionnés de cuisine, et de leur poser la question, bah, pour vous, c'est quoi en fait cet ingrédient secret? Qu'est-ce qui fait que? Donc ouais, ça c'est une aventure, ce projet créatif sur lequel je suis assez chaud, et j'en attends beaucoup. Donc j'espère qu'on pourra sortir une vidéo cette année, ouais, au moins une, mais il y en aura certainement plusieurs. Ouais. Voilà, voilà tout ce que je peux te partager à ce sujet-là. Ah, je suis content de t'avoir interrogé sur la cuisine. En tout cas, ça donne envie d'aller découvrir ce lieu au Maroc et de faire une retraite ou un stage où on saura qu'il y aura de la bonne cuisine aussi. C'est important. Ah, tu visualises la pièce de viande qui est en train de griller Ouais, tranquillement sur un feu sous les étoiles dans le désert. Tu visualises ça ou pas, avec un cercle d'hommes tout autour ouais, parce que ça va être ça, quoi. carrément. Carrément. Ouais, ouais, je visualise bien. Ouais.
pièce de bœuf qu'on aura chassé nous-mêmes et tout. Presque, à la Saguet. Et oui, ton ingrédient secret là, ça m'a tout de suite fait penser à une image là. On regarde pas beaucoup la télé, mais on a regardé avec les enfants Kung Fu Panda. Je sais pas si tu Mmh, l'as déjà vu. il y a longtemps. Et ben, je t'invite à le regarder, un peu spoilé. Mais dans Kung Fu Panda, en fait, le père du panda, il est cuisinier, et puis tout l'épisode, il dit qu'il a un ingrédient secret, justement. Mmh. Et en fait, l'ingrédient secret, et ça rejoint tout ce que tu disais, l'ingrédient secret, c'est qu'il y en a pas. C'est la croyance que toi que tu en fais. C'est comment tu penses que, voilà, si tu vas dans un resto 3 étoiles, tu te dis: «Ouais, le chef, il va être extraordinaire, je vais manger quelque chose d'extraordinaire», et au final, il te sert un produit simple, mais il y a tout le l'idée et l'image que tu en as fait que ça va être extraordinaire. Bien sûr, il y a le cadre, bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais derrière, il y a pas vraiment d'ingrédient secret. Il y a juste la croyance que tu en as, et effectivement, bah, c'est pour ça que des fois, un crudivore va être juré que par le crudivorisme parce que lui, il croit en ça. Et à l'inverse, le carnivore, il va avoir Ouais, parce exactement que le c'est même c'est discours complètement sur un émotionnel, produit. au Ah final. oui, c'est totalement la croyance que tu en as, quoi. Et ça joue beaucoup, et on reboucle avec aussi ce que tu disais un peu au début. Le psyché, le mental joue beaucoup sur nos Mmh. perceptions, sur ce qu'on pense. Mmh. J'essaye aussi beaucoup de travailler sur voilà, le discours interne, c'est la façon voilà, de comment on pense. Et c'est vachement important, et c'est vachement puissant. Si on a un discours interne négatif, on est des fois notre pire ennemi, notre pire juge, notre pire critique. Et quand on arrive à transformer ça, parce que voilà, ça permet d'évoluer plus sereinement dans ce monde. Et pour ça, on en revient à prendre le temps de se poser avec soi-même, de se prendre les bonnes questions. C'est une belle conclusion ça, non? Ouais, ça reboucle bien, ça Et reboucle je bien tout je ça. je je garde la ref, Kung Fu Panda. Je pense qu'il y a de grandes chances que tu viens de me livrer, peut-être le jingle, d'intro, ou en tout cas le la ref pour pouvoir amener ça, ouais. Merci. Ouais, ouais, je t'invite à le regarder de nouveau, tu verras, c'est cool. Ah, donc du coup, ouais, c'était une bonne conclusion, mais si toi tu veux aussi un peu conclure, il y a ce que tu disais un petit peu dans le podcast que j'ai écouté, ça ferait aussi une belle conclusion. Vous pouvez un peu parler t'en as déjà un petit peu parlé, mais des projets, des rêves qui te font vibrer. Tu avais notamment parlé effectivement de faire le pont, le lien Mmh. interligéré Mmh, mmh. entre les deux mondes, entre voilà, le transhumanisme et le monde rural, entre Mmh, mmh, voilà, le mmh. monde paysan, entre tous ces aspects, faire le lien et regrouper les hommes notamment vers quelque chose de plus central, de plus commun. Si tu veux nous partager ça, et puis un peu redévelopper comment on peut te suivre, comment on peut Carrément. Bah, merci beaucoup déjà engager dans ton Aurélien programme, ouais. pour cette conversation qui était passionnante, et merci de venir, de créer cet espace pour qu'on puisse se déposer, échanger sur des sujets qui sont importants. J'espère qu'il y a des hommes qui ont trouvé des choses pertinentes et inspirantes pour eux, et des ressources dans lesquelles ils pourront aller piocher pour évoluer dans leur chemin. Je pense que un des rêves principaux que je nourris en ce moment, c'est vraiment de pouvoir participer à créer des langages communs sur lesquels on puisse s'appuyer et utiliser, justement parce que on est tellement dans une différenciation très forte, comme je le disais au début, et qu'on a besoin en même temps de cette différenciation de trouver des ponts et de créer la communauté, de créer la tribu. Je pense que s'appuyer sur des langages communs, un alphabet commun, des mots qu'on utilise. On utilise par exemple le mot menswear pour définir le mouvement, mais ça peut être des tas de mots comme ça. Le courant féministe, qui avait pas du tout les mêmes combats et qui luttait pas du tout pour la même chose, évidemment, a créé des mots, a créé
un langage, à créer des choses dont il avait besoin, ce mouvement, pour exister, pour se définir. Et la langue et la culture sont des choses fondamentales qui sont nécessaires pour qu'un mouvement puisse prendre forme et qu'une évolution puisse exister. Et je pense qu'aujourd'hui, ce mouvement masculin, ce dont il a besoin, c'est de la langue, du langage, c'est de la culture, c'est des symboles, c'est des langages communs en fait sur lesquels on peut s'appuyer. Donc moi, j'espère pouvoir travailler là-dessus, notamment à travers les 12 archétypes du masculin sur lesquels je suis en train de bosser, à travers d'autres ressources auxquelles je pense que je garde dans ma manche pour le jour où ce sera prêt à sortir. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie et cette envie de cartographier. Et dans cette envie de cartographier, je veux aussi le faire avec les hommes qui me rejoignent. Et c'est pour ça que 12, c'est à la fois un programme d'exploration interne et individuelle et personnelle, mais c'est aussi et très fortement un programme d'exploration collective. Parce que c'est cartographie du nouveau monde qu'on est en train de faire naître avec les hommes et avec le monde entier, femmes compris. Il va se faire collectivement, il va se faire ensemble. Et donc ces espaces que je propose, avant d'être des espaces de transformation, de coaching et de trucs pour te faire avancer sur tes objectifs individuels et tout, et évidemment tout ça c'est important, c'est aussi des espaces d'exploration où on peut découvrir, ok, c'est quoi les enjeux de demain, comment on fait pour les confronter, comment on fait pour se réunir entre nous, pour s'appuyer sur nos différences, pour s'inspirer les uns des autres, et pour créer un langage commun et avancer ensemble. Donc, s'il y a des hommes qui écoutent, qui ressentent l'appel, qui se sont entendus, qui ont résonné avec des choses que j'ai partagées dans ce podcast et qui ont envie de rejoindre le programme 12, il est ouvert jusqu'au 30 mars. Il y aura d'autres sessions en septembre et ainsi de suite. J'ai l'intention de faire vivre ce programme pendant un long moment. Il y a aussi une communauté gratuite qui va se mettre en place que les gens pourront rejoindre et des tas d'autres choses que je compte créer à l'avenir. Mais ouais, moi c'est ça ma vision aujourd'hui, mon rêve, c'est vraiment de pouvoir contribuer avec mon background multiculturel, avec mon background spirituel, avec mon background ouais multiculturel, à créer des langages sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir revendiquer là tout ça et que les hommes puissent quand même, malgré tout, parce que je pense que c'est important, se rassembler sous une bannière, même si elle sera mais voilà, pour qu'on puisse se dire ok, et c'est ça qui va faire bouger les choses, c'est ça qui va faire bouger le monde politique, c'est ça qui va faire bouger le monde de l'entreprise, c'est ça qui va faire bouger le monde de l'art et toutes ces sphères-là. À un moment donné, il va falloir se prendre par la main ou se tenir les épaules et dire ok, on fait pas qu'on y va, on fait mêler et on rentre dedans quoi. Donc j'espère pouvoir participer à être le ciment social qui permet cette mêlée-là et qui fluidifie les échanges. Donc peut-être que ça va prendre la forme de conférences que je vais animer, peut-être que ça va prendre la forme de rencontres intercommunautaires d'hommes sur lesquels je vais participer, peut-être que ça va prendre la forme de, comme je dis, de langage que je vais créer. Bref, dans tous les cas, j'irai là où je me sens utile à cet endroit-là et voilà, et participer au débat. Comme j'essaie de recevoir des hommes en live sur ma chaîne un peu tout le temps pour qu'ils viennent partager. D'ailleurs, je serais ravi de t'accueillir un de ces quatre pour que tu nous parles de ton parcours et de ton podcast, ta vision de ta vie. Voilà, merci à ceux qui nous ont écoutés. Et ouais, pour travailler avec moi, pour me rencontrer, vous allez sur mon site. Il y a plein de ressources gratuites, il y a le programme 12, il y a des opportunités de collab, il y a la possibilité d'avoir un coaching gratuit avec moi, il y a plein de trucs qui sont dispo, donc allez-y, foncez, c'est avec plaisir qu'on se rencontre. Merci Aurélien. Bah, merci à toi pour tous ces partages. En tout cas, cette belle vision, ça donne envie de la voir se réaliser et de t'aider à la réaliser. Euh, je finis toujours par ma dernière question. Si tu avais un homme ou un papa ou inspirant à me recommander que je pourrais interviewer, que tu aimerais voir sur ce podcast, est-ce que tu penses à quelqu'un? Sans hésiter, Renaud de La Nature des Hommes, tu vois qui c'est? S'il te Et j'ai répond, essayé de le contacter pour lui demander une interview. Là, je crois qu'il était en cercle d'hommes, il m'a pas encore répondu. Mais si des fois tu veux faire un peu ouais, l'appui et carrément, l'intermédiaire, ça sera avec plaisir. carrément avec joie, je lui enverrai un message, je lui dirai que tu envie de lui parler, parce que je sais il est papa et nous on n'a pas trop échangé sur ces sujets-là parce que c'était pas forcément le propos, mais je suis sûr qu'il serait ravi de partager sa philosophie de la parentalité et voilà, de ça. Puis
tu as aussi, quelqu'un qui est pas mal investi à cet endroit-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Sébastien Carlier, avec qui j'ai brièvement parlé, mais qui aussi s'investit pas mal, sur la parentalité et qui est père de 5 enfants et donc qui a pas mal de choses aussi à transmettre à cet endroit-là. Je pense que ça peut être une bonne piste aussi pour toi et ton podcast. Ok, eh ben, je note tout ça. Merci beaucoup. Merci pour tous ces échanges. Bah, avec plaisir. C'était Merci à toi très de enrichissant. soutenir cet espace, c'est trop cool et j'espère que tu feras de nombreux Ouais. épisodes et que tu auras plein d'écoutes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!